Bonjour à vous tous et toutes et merci pour vos mots d'encouragement. Hamza et moi, nous avons décidé dans cette phase de nos entretiens d'examiner les relations franco-africaines et plus particulièrement franco-maliennes sous l'angle de la convergence des luttes des peuples. Parce qu'on est tous dans le même bateau, qui est la mondialisation capitaliste et financiarisée. Les maux qui nous sont infligés sont les mêmes, mais nous n'avons pas nécessairement la latitude, le temps et les moyens de les diagnostiquer comme tels. Ce qui donne lieu à pas mal de préjugés. Selon un adage bambara, encore un, pour couper le fer, il faut aller à la forge. Là-bas, nous avons des alliés. Nous sommes nombreux à dire que si sentiment anti-français il y a, c'est d'abord un refus catégorique de la politique de l'État français en Afrique. Il ne s'agit pas du peuple français. Je vais demander à Hamza de nous dire quel regard les Français ordinaires posent-ils sur ce qui se passe ici au Mali. Oui, merci Aminata. Je pense que du côté des Français, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a le son de cloche qui renvoie au fait que la France est en train de perdre l'Afrique, le Mali, et que Macron, quelque part, est incapable de maintenir ce lien de possession que la France avait sur l'Afrique et que les Russes, effectivement, sont en train de doubler. C'est-à-dire que ce sentiment anti-français, c'est doublé de l'idée que les Russes sont en train de remplacer les Français en Afrique. Et ça suscite un certain mépris, voire une forme de racisme de la part d'une partie des Français qui disent ben, tant pis pour eux, ils verront avec les Russes ce qu'ils vont voir. Dans le sens où nous, au moins, on était bons, les Français, on était gentils, on vous comprenait, etc. Mais les Russes et les Chinois, ils vont vous dépouiller, ils vont vraiment vous faire souffrir et vous allez nous regretter. Donc il y a déjà cette idée que le Mali va regretter, le Mali qui tourne le dos à la France va regretter, et qui a un peu aussi la position des officiels français. On voit bien toutes les difficultés qu'ils ont eues à partir, c'est vraiment retenez-moi. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui relève de la rupture du narcissisme français et qui est totalement cristallisé aussi bien par le passage de Hollande qui vit le plus beau jour de sa vie à Bamako que Macron qui a besoin aussi de l'Afrique pour sa stature, pour son ego. Donc du point de vue de la population, ce sentiment-là, il est présent. Il y a un autre son de cloche qui est aussi de dire que l'Afrique, le Mali, ça nous coûte énormément. Voilà, ça nous prend de l'argent, on donne de l'argent gratuitement au Mali, on accueille des Maliens en France, il faut s'en débarrasser, les renvoyer chez eux, ils n'ont qu'à se débrouiller, les Maliens qui sont dans les villes de France n'ont qu'à aller combattre les djihadistes au Mali, etc. Il y a ce discours aussi qui est présent, qui est aussi un discours de droite, voire d'extrême droite, en tout cas raciste, et qui repose justement sur une logique de fermeture, dans le sens où il faut qu'on coupe toute relation. Et qu'on ait une position un peu à la De Gaulle vis-à-vis de Sékou Touré. On coupe tout. Voilà, on les punit jusqu'au bout. Pour l'exemple. Pour l'exemple. Parce que dire non à la France, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui touche leur ego. Comment un peuple, un pays comme le Mali, pauvre, enclavé, qu'on aide, etc., ose nous dire non. Surtout le Mali. Surtout le Mali. Et dans ce discours-là, renaît cette idée que ben, finalement la colonisation, ça a coûté à la France, que finalement on va faire des économies en quittant le Mali. Et donc tout ce discours-là, il est aveugle sur le fait que la France
est au Mali pour les ressources stratégiques dont bénéficie le peuple français. Et ça aussi, c'est des points, je pense, qui sont invisibilisés dans la manière dont le débat, les choses sont présentées. Parce qu'il n'y a justement pas de débat au Parlement, il n'y a pas de débat dans les médias, et surtout de débat contradictoire. Parce que sur les plateaux des principales chaînes de télévision, qui sont tenues par ceux qui vendent les armes et qui détiennent les journaux, il n'y a qu'un son de cloche, comme on le voit aujourd'hui pour la Russie, comme on l'a vu à l'époque pour le Venezuela, comme on l'a vu pour la Libye, il n'y a qu'un son de cloche. C'est vraiment de la propagande. Enfin, il y a évidemment ceux qui ont toujours eu des positions de solidarité internationale, des positions anti-impérialistes, qui eux voient très bien dans quelle mesure ce qui se passe au Mali relève d'une nouvelle forme de la France-Afrique, d'une nouvelle étape de la France-Afrique, et qui voient également, je dirais, les atermoiements d'Emmanuel Macron, qui sur ce plan-là est en train de tout faire quelque part pour que la France soit perdante. L'obstination de Jean-Yves Le Drian, les propos qu'il a tenus qui sont absolument indéfendables du point de vue de la diplomatie. Florence Parly, bref, tous les officiels français ont tenu, lors de ces 10 dernières années, sur le Mali, des discours qui sont très loin, je dirais, de ce qu'on aurait pu attendre à une certaine époque. C'est clair. Donc du coup, il y a dans l'opinion publique française ces différents courants qui s'expriment, avec néanmoins une tendance dominante qui est effectivement celle du retrait. On n'a rien à faire là-bas, ils ne veulent pas de nous, ils sont ingrats, eh bien partons, laissons-les se débrouiller. Et puis de toute façon, au Mali, c'est un pays pauvre, il n'y a aucune richesse. Donc arrêtons de perdre notre temps là-bas et concentrons-nous sur les chômeurs français qui subissent l'immigration des Maliens, etc. Donc il n'y a pas de lien, de connexion, de causalité qui sont faits par le peuple français sur tous ces éléments-là. Tout est un peu disparate. Et par-dessus tout cela, on a effectivement cette question de l'union sacrée qui fait que gauche et droite, on se serre les coudes sur la question de la guerre. Et du coup, on ne pose pas, je pense, des véritables questions. Alors, c'est très intéressant, et puisque dans ce contexte, nous avons assisté à un séisme politique lors des législatives. Macron n'a pas la majorité absolue. Jean-Luc Mélenchon a réussi à faire les choses de telle sorte qu'il est né de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES, composée à la fois des insoumis, des communistes, une partie des socialistes, des écologistes. Et c'est un tout, disons, multifacette, avec un fond commun qui est la volonté d'en finir avec le macronisme. Et nous aussi, nous disons ici que 5 ans de macronisme, ça suffit. Vu d'ici, c'est une lueur d'espoir, parce qu'il s'agit de la voix des peuples au Parlement français. Là où la décision d'entrer en guerre, les interventions militaires françaises en général, et plus particulièrement en Afrique, là où les choses auraient dû être débattues et qui ne l'ont pas été, et plus précisément dans le cas du Mali, c'est une brèche ouverte dans ce système. L'occasion de clarifier les enjeux et de poser un autre diagnostic. Ça ne suffit pas seulement d'être audible et de convaincre, mais de rendre justice au Mali, de faire de telle sorte que cette gauche dans les relations franco-africaines prenne ces réalités que nous traversons sans trop de préjugés sur le Mali. Parce que leur méfiance à l'égard de tout ce qui est militaire fait qu'ils ne savent pas trop. Oui, en fait, ils ne savent pas trop parce qu'effectivement, l'Afrique suscite beaucoup de stéréotypes. Je pense que si le Mali avait été sud-américain, le regard aurait été totalement différent. Parce qu'en Amérique du Sud, il y a aussi des militaires progressistes. Oui. Pendant un certain temps, l'égérie ou l'icône d'une partie de la gauche française était quand même Thomas Sankara, qui est un militaire qui a fait un coup d'État, mais qui a fait un coup d'État progressiste. Mais les fenêtres, les regards, je dirais, se sont refermés du fait que la France est en guerre au Mali. Et elle est en guerre, effectivement, contre les migrants. Donc il y a plusieurs choses, effectivement, qui s'entremêlent dans cette situation-là. Il y a le coût de la guerre, le coût humain
de la guerre, parce que bon, il y a quand même, c'est pas majoritaire, mais il y a des soldats français effectivement qui meurent, dont on voit les cérémonies, les retours, etc. Donc du coup, l'opinion publique se dit, mais que font nos jeunes là-bas, etc. Il y a le coût économique et social aussi de cette guerre, même si elle crée des emplois, de l'économie, etc. C'est une guerre qui est coûteuse, parce que l'heure de vol d'un Rafale ou d'un Mirage, c'est peut-être 3 ans de cotisation sociale pour un travailleur. Donc il y a quand même des éléments qui font qu'aujourd'hui la stratégie de Macron, c'est d'européaniser la guerre au Mali, la guerre aux migrants. Et donc à mon sens, le travail de la gauche française ou de la NUPES, c'est déjà, je dirais, de comprendre cette dimension européenne de la guerre qui est faite au Mali et de la guerre qui est faite aux migrants. Un autre élément, évidemment, c'est qu'eux ne peuvent pas tout faire, ils n'ont pas la clé de tout. Donc c'est aussi à nous, en Afrique, de trouver, je dirais, nos gauches ou nos formes de, comment dire, de système ou de force politique panafricaniste, rigoureuse et sérieuse. Et donc là, c'est un travail à faire au niveau du Mali. Il faut effectivement que ceux qui soient ici présents et qui défendent les intérêts du Mali aient une véritable compréhension des enjeux panafricains et européens de ce que représente le Mali. Et je pense que si on n'a pas conscience des intérêts qu'ont les autres ici au Mali, on aura du mal à négocier en position de force vis-à-vis d'eux. Donc il faut comprendre ce que représente le Mali pour l'Europe, ce que le Mali peut infliger à l'Europe et ce que craignent précisément les forces politiques européennes vis-à-vis du Mali et qui les amènent à être fédérées les unes contre les autres en disant ce sont des militaires, etc. Donc pour moi, il y a un travail de clarification aussi au niveau même du Mali sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan également de l'orientation. Parce que l'un des instruments sur lesquels beaucoup jouent pour nous discréditer, c'est de dire que nous sommes devenus au Mali les poupées des Russes. C'est les Russes qui tirent nos ficelles, on n'a pas d'intelligence stratégique, etc. Donc du coup, il faut affirmer, innover une nouvelle intelligence stratégique malienne, africaine, panafricaine, pour répondre sur le débat d'idées à cette classe politique française, toute tendance confondue. Maintenant, la NUPES est, je pense, une voie d'entrée dans ce débat à l'hémicycle, dans ce débat parlementaire, dans cette possibilité également de tisser des alliances, je dirais, concrètes et stratégiques sur des secteurs bien particuliers. Mais il faut travailler effectivement dans les 5 ans qui viennent, en sachant qu'eux sont quand même davantage préoccupés par le sort de la France. Leur priorité, c'est défendre les intérêts français. Et donc de ce point de vue-là, il ne faut pas se faire d'illusions sur des choix qui pourraient être amenés à faire en cas de dilemme. Non, je pense que c'est notre part de responsabilité à assumer dans le cadre de cette transition, c'est-à-dire sans aller même jusqu'à 5 ans, en disant que l'urgence aujourd'hui, cette traversée, comment nous allons la faire. Et je crois que les militants et les camarades acteurs associatifs qui nous écoutent s'impliqueront dans cette réflexion sur ce que nous devons verser dans le débat à l'interne et là-bas. Je prends un cas très particulier qui a été souvent mis en parallèle. L'accueil des réfugiés ukrainiens n'a rien à voir avec l'accueil des réfugiés maliens. Pourtant, les deux pays sont soi-disant en guerre. Mais bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'incohérent. Bien sûr. Je ne dis pas que la NUPES doit plaider pour que les Maliens soient traités à l'égal des Ukrainiens. Mais c'est quand même des pistes de réflexion sur pourquoi ce 2 poids 2 mesures. Oui, qui commence avant, tu as tellement raison, qui commence d'ailleurs bien avant la guerre d'Ukraine. Si vous ne recevez pas les migrants et les migrantes économiques, ça veut dire des pays qui ne sont pas en guerre, dont les ressortissants doivent être en mesure de trouver du travail là-bas. Ça, c'est les migrants économiques. La France et l'Europe estiment qu'elles peuvent se donner le droit de les expulser. Mais à partir du moment où vous savez que le Mali est en guerre, pourquoi ceux qui partent dans ce contexte, et tous les autres pays en guerre d'ailleurs, RDC, et pourquoi les ressortissants des pays en guerre d'Afrique ne sont pas considérés comme des réfugiés de guerre? Soit on colle une paix royale à ces pays en respectant les droits de ces peuples chez eux, soit on les accepte là-bas. Absolument. Pour desserrer l'étau ici, qu'est-ce qui pourrait être fait avec nos camarades de la NUPES par exemple, dans les circonstances actuelles?
Alors, je pense que le paysage politique français a toujours été marqué par des positionnements assez particuliers concernant l'Afrique, concernant la question coloniale. On a un colonialisme qui a été porté effectivement par la gauche du temps de Jules Ferry, qui était vraiment dans des idéaux de progrès, de civilisation, et un certain racisme de gauche, mais qui traverse en fait tout le spectre de la vie politique française. Et je pense que tant que la question du racisme n'est pas clairement attaquée par la politique française, on restera dans un rapport assez colonial et asymétrique. Ma position, mon sentiment, c'est que tant qu'il n'y avait pas une véritable lutte contre le racisme, ce sera très difficile de voir une politique française réellement progressiste sur les questions africaines, parce que c'est un subconscient qui parfois renaît dans des positionnements auprès de certains alliés qui ne comprennent pas forcément la spécificité de la question coloniale. Alors, dans ce paysage-là, effectivement, les communistes ont toujours eu une position, je pense, beaucoup plus proche de la défense des intérêts africains, du fait de leur positionnement historiquement et idéologiquement anticapitaliste. Donc, étant anticapitalistes, ils ont été combattus par la France-Afrique, par le néocolonialisme français, qui s'est toujours présenté comme un rempart contre le communisme en Afrique. C'est-à-dire que le rôle de la France en Afrique, pour les États-Unis et pour l'Occident, c'était vraiment de défendre l'Afrique contre le communisme. C'est pour ça que Lumumba, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, tous les dirigeants qui ont été éliminés ont été avant tout taxés de communistes. Et donc, il y a évidemment un parallèle avec aujourd'hui la Russie, même si la Russie n'a plus grand-chose de communiste, mais qui montre que quelque part la France se perçoit comme la défenseuse des intérêts de l'Occident en Afrique. Et les communistes se sont toujours élevés contre ce côté de la France gendarme de l'Afrique. Et donc ils ont toujours eu des positions assez dissidentes de ce point de vue-là. On sait également la manière dont quelqu'un comme Félix Houphouët-Boigny a été retourné. Il s'était appuyé d'abord sur les communistes, non pas parce qu'il était communiste, mais pour des intérêts stratégiques, parce qu'il avait besoin de voix pour faire passer un certain nombre de votes. Aujourd'hui, les communistes ne représentent plus nécessairement, je dirais, un matelas électoral ou un matelas de voix ou de vote. Ce qui a été reconstitué dans le cadre notamment donc, des dernières élections à la fois présidentielles, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un score qui est quand même assez remarquable, et législative, effectivement, c'est une nouvelle gauche qui est assez hétéroclite, parce que la position des socialistes, François Hollande était socialiste et est socialiste, et il a soutenu quand même largement, il a dirigé l'intervention militaire française au Mali, qui se faisait dans la continuité de ce que Sarkozy avait fait en Libye, et donc il y a un agenda de la droite à la gauche qui est maintenu. Tout à fait. Dans le contexte également, je dirais, du rapport à la question, je pense, sociale, ce que la NUPES apporte, c'est aussi une nouvelle réflexion sur la défense de l'emploi et du marché du travail français. Et donc on attend de cette NUPES un autre regard sur la question de l'immigration, qui est vraiment l'élément central du débat politique français. Et sur cette question de l'immigration, comme je l'avais rappelé, au moment justement des indépendances, d'autres pays européens avaient demandé à la France de faire attention à sa politique migratoire pour ne pas justement faire chuter le marché de l'emploi français. C'était notamment les Italiens ou les Portugais qui estimaient qu'ils étaient prioritaires dans le marché de l'emploi français sur les Algériens ou les Maliens. Et donc derrière la position de la France, c'est aussi toute la question sociale européenne qui se pose, la question du plombier polonais que l'on fait venir, tous ces débats-là, etc. Et donc évidemment, le travailleur malien, il est encore dans ce que Fanon appelait vraiment le lumpenprolétariat. Et donc tout au long des années 60-70, il y a eu cette politique d'immigration qui s'est faite de manière assez candide, naïve, parfois assez raciste. C'était les foyers maliens, les immigrés maliens, etc. Beaucoup de stéréotypes. Et puis à partir des années 80-90, effectivement, avec la montée du Front National, avec les débuts du débat sur le terrorisme et le djihadisme, eh bien l'étranger est devenu l'ennemi. Et le meilleur étranger possible pour la France, c'est l'étranger africain, le noir, et le stéréotype du noir, c'est généralement le malien. Il y a aussi le congolais ou le haïtien, mais c'est généralement la figure du malien qui devient un ennemi à combattre. Cette politique de chartérisation, de médiatisation
de la situation des Maliens, de la condition des Maliens, ce pointage du doigt du Mali qui correspond aussi à cette époque où effectivement le Mali rentre dans une nouvelle période dite démocratique, ouverture à la démocratie, multipartisme, qui permet à la France de déployer un nouvel agenda à travers les ONG, à travers les logiques, comment dire, d'ajustement structurel, de décentralisation, de coopération via les villes, et aussi de, comment dire, de construction d'un nouveau récit. Le récit entre la France et le Mali est très particulier parce que il faut effacer le litige créé par Modibo Keïta du temps de l'indépendance, cette rupture qu'a mis en place le Mali, il faut l'effacer et ramener le Mali vraiment dans le giron, dans la mainmise de la France. Et je pense que l'intervention militaire, l'intervention Serval au Mali et les circonstances de cette intervention, tout le cinéma au niveau des Nations Unies, c'est le Mali qui nous appelle à l'aide, nous allons les sauver de la menace barbare et djihadiste. Si nous n'y allons pas, c'est toute l'Afrique qui va s'écrouler. Il y a quelque chose de très violent. Et lorsque François Hollande arrive à Bamako, où il déclare que c'est le plus beau jour de sa vie politique, c'est très gênant. Parce qu'on revient dans ce discours de l'Afrique comme lieu de relégitimation du pouvoir politique français, notamment de la gauche française, et on rentre également dans ce débat d'une gauche impérialiste. Et la position de la NUPES aussi sur ces questions-là, effectivement, de dire qu'on ne peut plus continuer sur ce modèle-là, sur un modèle présidentialiste, et qu'il est nécessaire, et c'est l'une des positions de Jean-Luc Mélenchon, de passer à une 6e République. C'est-à-dire de mettre en place un modèle parlementaire où les questions de politique étrangère, où les interventions militaires seraient vraiment débattues et décidées au Parlement, au niveau du chef de l'État, dont on sait qu'il a autour de lui des cellules et des lobbies militaristes qui contrôlent également les médias et qui coupent justement le peuple français de la véritable information. Parce que ces médias contrôlés par des intérêts économiques et financiers sont souvent également présents dans l'industrie de l'armement. Et dans ceux qui sont présents dans l'industrie de l'armement, on a également un certain nombre de villes moyennes de France qui hébergent des garnisons. Et donc l'économie est fondée précisément sur la guerre en Afrique. Jean-Yves Le Drian, il souhaitait depuis très longtemps être ministre de la Défense, parce qu'il vient de Lorient, qui est une ville qui construit en fait l'arsenal militaire naval français. Et donc il y a des questions de contrat qui se posaient à ce niveau-là. Donc on voit aussi les liens entre la politique étrangère et militaire française en Afrique et les intérêts internes à cette politique française, y compris les intérêts locaux et régionaux. Barkhane, les différents régiments français, militaires français en Afrique, ce sont des soldats qui font des rotations avec des villes de France dans lesquelles ils font tourner l'économie. Donc tous ces éléments-là, ils sont totalement absents, je dirais, du regard du peuple français, qui ne voit que la caméra qui suit Macron, la foule qui l'applaudit à Yaoundé, tout ce storytelling-là qui est extrêmement bien construit. Donc le travail que nous avons à faire vis-à-vis de la NUPES ou d'autres acteurs, c'est vraiment un travail d'information. C'est un travail également de critique. Je pense qu'il ne faut pas du tout leur donner un chèque en blanc. Et c'est aussi, je pense, un travail de co-construction, de nouvelles formes de solidarité, mais qui doivent réellement tenir compte de notre point de vue. Et je pense qu'il y a encore, du point de vue de la France, le sentiment qu'elle a toutes les cartes en main par rapport à ce qui se passe en Afrique, et qu'elle est celle qui va être à l'initiative d'une innovation conceptuelle des relations entre la France et l'Afrique. Mais je pense que ce qui se passe au Mali montre que ce n'est plus le cas. Le Mali, l'Afrique, les Africains, les panafricains rigoureux et sérieux sont capables de produire une alternative à ce qui est pensé depuis le Nord. Et c'est en cela qu'il peut y avoir effectivement, je dirais, des rapprochements avec les débats, les logiques ou les questions altermondialistes qui ont été évoquées lors des 2 ou 3 dernières décennies. De nombreux militants et militantes de France, d'Europe et d'ailleurs qui nous écoutent sont venus ici à Bamako dans le cadre de ces forums sociaux mondiaux. Nous avons eu le privilège d'avoir parmi nous 2 figures importantes du panafricanisme, le professeur Joseph Kizerbo et le président Ahmed Ben Bella. Je te remercie.